Mexique. Presqu'île du Yucatan. État du Chiapas. Palenque. Voici Palenque. Palenque au cœur du pays maya, au cœur de l'énigme maya. Bien sûr, la cité est en ruine, mais elle était déjà dans cet état lorsque les Espagnols arrivèrent au Nouveau Monde. Et l'abandon remontait à des siècles. La preuve, les Mayas ne connaissaient même plus l'histoire de cette civilisation. Et ce qui est vrai de Palenque l'est aussi de la plupart des cités mayas qui furent ainsi abandonnées au fil des siècles dans des conditions mystérieuses. Palenque, abandonné en 799. Copan, abandonné en 827. Tikal, abandonné en 879. Uxmal, abandonné en 907. Chichen Itza, abandonné en 1200. Koba, Bonampak, Kiriga, Etzna, Izamal, Otchob, Calakmul, Tonina, Yaxchilan, Jaina, Riobek, Kaminalruyo, Sertos, Mayapan, Tayasal. Grâce à d'étonnantes reconstitutions, ces Mayas vont revivre pour vous. De Palenque à Chichen Itza, c'est toute une civilisation qui s'épanouit et qui disparaît au rythme de ces cités qui naissent et qui meurent. Et au cours de cette émission, nous allons tenter de comprendre ce qu'était le monde maya et ce que furent peut-être les raisons de sa mystérieuse disparition. Donc cette enquête, nous la commençons ici, à Palenque. Alors que voyons-nous? Nous voyons des édifices comme ce temple, comme cette pyramide, qui ont évidemment une fonction rituelle. Mais regardez, ce monument imposant au centre, c'est le monument du pouvoir royal, mais là aussi d'un pouvoir qui s'exerce à travers des rituels. Parce que Palenque, c'est une cité-État. Il faut maintenant se représenter que tout cela se situe dans la civilisation de la pierre. La révolution du métal n'a pas encore eu lieu. Et la splendeur de Palenque, c'est entre le 7e et le 9e siècle, bon, pour nous donner des repères, entre les Mérovingiens et Charlemagne. Le grand spécialiste français des Mayas, lorsque les conquistadors ont découvert des cités comme ça, ils ont tout de même dû être émerveillés. Les Espagnols n'ont pas connu Palenque. Pourquoi? Les Mayas et les cités mayas qu'ont connues les Espagnols se trouvaient au Yucatan, beaucoup plus au nord, alors qu'ici, les cités étaient abandonnées depuis des siècles et enfouies sous la forêt que vous avez derrière vous. Oui, là, sur cette colline, donc on a une partie du site de Palenque qui n'a pas encore été dégagée. Et si on regarde bien, ah oui, effectivement, là, entre les arbres, ici, et puis là, alors, Claude Bodet, les conquistadors ne se sont pas intéressés aux pierres, c'est évident, mais il y avait les missionnaires qui, eux, se sont intéressés aux Mayas et à leur culture et à leur religion, surtout. Oui, et le meilleur exemple est Diego de Landa, qui était évêque du Yucatan. Et grand inquisiteur. Et grand inquisiteur, et qui a, en 1560, écrit une relation des choses du Yucatan, comme s'appelle son manuscrit, et où il nous décrit assez en détail l'architecture et l'aspect que présentait
les cités mayas abandonnées, mais également la vie des Mayas de tous les jours de Yucatan, et il nous a donné beaucoup d'informations sur leur religion, bien entendu. Seulement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce livre va rester 3 siècles oublié dans les bibliothèques, que les cités mayas vont retourner à la forêt, que l'ensemble de ce monde va être complètement oublié, ne sera véritablement redécouvert qu'au XIXe siècle. Jean-Frédéric Maximilien Waldeck arrive à Palenque en 1832. Il a 66 ans et réalise un rêve vieux de 10 ans. Son coup de foudre pour Palenque remonte effectivement à 1822, quand lui furent confiés les dessins malhabiles d'un certain Hermen Daris, dont il s'inspira pour illustrer le premier rapport publié en Europe sur les monuments mayas. Durant 13 mois, dans des conditions de vie assez rudes, il va explorer et fouiller les ruines de Palenque enfouies sous la végétation, dessiner et peindre environ 25 descriptions du site. Claude Baudez est l'auteur d'un livre superbe sur Waldeck, nourri de ses longues contemplations des originaux de l'artiste qui sont conservés au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. J'adore le personnage de Waldeck. Sur cette peinture à l'huile faite sur carton, il nous a représenté non seulement le temple de la Croix avec cette montagne qui se dresse derrière, mais également il nous a montré sa maison, son habitation, avec son grenier et sa cuisine, et auprès le petit champ qu'il cultivait lui-même avec l'aide de son domestique qu'il a représenté ici au premier plan. Quelques années plus tard, arrive à Palenque Stephens, accompagné de l'architecte anglais Catherwood, qui sera son dessinateur pendant tous ses voyages. Et Stephens a le grand mérite d'être le premier à considérer que les Mayas sont une civilisation indigène de l'Amérique et non pas quelque chose d'importé. Alors à la fin du XIXe siècle, arrive Alfred Percival Maudslay en pays maya, et on peut dire qu'avec lui commence l'archéologie scientifique des Mayas. Il utilise deux techniques, la photographie, une grande photographie superbe sur plaque, et des moulages. Ce qui fait que quand il revient en Angleterre, il confie à toute une équipe de dessinateurs ces moulages complétés de photos, et les dessinateurs vont faire les premiers dessins fidèles de reliefs, de sculptures et d'inscriptions. Et c'est grâce à ces dessins, qui considèrent un véritable corpus, que les études véritablement scientifiques des textes comme des images ont pu commencer. Comment les tout premiers découvreurs au XVIIIe siècle expliquaient-ils la destruction de ces cités? Justement, ils constataient qu'il n'y avait pas eu de destruction, il n'y avait pas eu d'éruption volcanique, il n'y avait pas eu de tremblement de terre, et même ils ne retrouvaient pas de traces de violence. Et donc, ils devaient constater que les cités avaient été véritablement abandonnées par leurs habitants, sans pouvoir pour autant proposer une cause qui leur paraisse crédible. Mais alors, lorsqu'ils voyaient des monuments imposants comme cela, à qui pouvaient-ils en attribuer la construction? Eh bien, bien qu'ils aient constaté que les personnages qui figuraient sur les stèles ou sur les monuments ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux Indiens qu'ils avaient devant eux tous les jours, ils ne pouvaient pas croire que ces demi-sauvages qu'ils côtoyaient et qu'ils méprisaient beaucoup par ailleurs aient pu être les constructeurs de pareilles merveilles. Et donc, s'il y avait des ouvrages de cette importance et de cette beauté, ils ne pouvaient avoir été, sinon directement construits par les Grecs et les Romains, au moins construits par les Indiens qui avaient été frottés de ces influences du monde classique. Les Romains étaient venus ici leur apprendre à construire des monuments. Mais dites-moi, quelle image, quelle représentation se fait-on de la civilisation maya à ce moment-là? Une image très idéalisée et qui contraste avec la vision que l'on a des Aztèques. Peuple sanguinaire, batailleur, difficile, très cruel. Alors que les Mayas, on les représente comme des gens épris d'astronomie, obsédés par leurs calculs mathématiques,
pays faisant un culte au temps et en tout cas un peuple pacifique. Cette vision, il faut bien le dire, un peu rêvée du monde maya, elle va être radicalement remise en cause à partir des années 50, à la suite d'un certain nombre de découvertes archéologiques majeures, et dont l'une des plus importantes sera effectuée ici même, à Palenque, et qui plus est, dans cette pyramide. Intrigué par les trous circulaires que comportait une grande dalle du temple des inscriptions, l'archéologue mexicain Alberto Ruz Lhuillier la fait soulever et découvre les premières marches d'un escalier. 4 ans et des mètres de cubes de remblai plus tard, il aboutit à la chambre funéraire d'un roi maya. Sous l'énorme pierre tombale sculptée, Alberto découvre les restes vieux de 1300 ans du roi Pacal, recouvert d'un amas d'objets en jade, la pierre symbole de l'immortalité des Mayas. Les pyramides sont donc aussi des sépultures. Les Mayas anciens, nobles ou pas, enterraient toujours leurs morts sous leur maison. Voici le cortège funéraire accompagnant jusqu'à sa dernière demeure, le grand Pacal, mort à l'âge exceptionnel pour l'époque de 80 ans. Ses fils et ses femmes ont jeûné durant 3 jours et accompliront tout à l'heure les rites d'autosacrifice. Les incantations des chamans s'élèvent dans les fumées d'encens, tandis qu'on place les derniers objets précieux sur le défunt. La dalle sculptée est posée sur le sarcophage. Le souverain y est représenté tombant dans les mondes inférieurs, entre les mâchoires ouvertes du monstre terrestre. Au-dessus de lui s'élève l'arbre du monde, sur lequel s'enroule le serpent à 2 têtes, symbole de la Voie lactée. Pacal le souverain peut maintenant entamer la quête souterraine de sa renaissance, tandis que tous remontent à l'air libre, évoquant le jour glorieux de sa montée sur le trône, qui immortalise un bas-relief ovale du palais. Dévoués à la gloire des souverains de Palenque, un nombre considérable d'artisans contribuent à la décoration raffinée du palais maya. Peintres stuckistes recouvrant de couleurs vives l'ensemble des murs intérieurs et extérieurs, sculpteurs de bas-relief travaillant la pierre avec des outils en silex et en bois dur. Car le souverain maya est pour ses sujets tout à la fois le grand prêtre, le juge suprême, le général des armées, le lien avec les mondes supérieurs et inférieurs et le représentant de toute la société maya. C'était donc la galerie d'apparat du palais. Oui, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une galerie des ancêtres, avec des murs stuqués sous des voûtes imposantes, des peintures où le rouge domine, mais où il y a parfois des glyphes, et puis à intervalles réguliers, des médaillons circulaires, à l'intérieur desquels se trouve un portrait royal. Évidemment, chaque portrait est différent, exprimant un des maillons de la chaîne dynastique. Bon, alors le roi de la cité de Palenque, mais il n'y a jamais eu une sorte d'empereur de tous les Mayas? Non, il n'y a pas eu de roi des Mayas, il y a eu des rois mayas. Chaque roi était valable pour sa propre cité, quelle que soit l'importance ou la taille de la cité en question. De toute façon, il était le roi, donc le maître du monde. Il était le maître du monde chez lui. Alors, voici maintenant la cour d'honneur, du palais. Cette cour d'honneur, c'était véritablement le lieu du pouvoir à Palenque. En effet, imaginons au sommet des marches, au sortir de son palais, le roi se tenant debout en majesté. De part et d'autre de l'escalier se trouvent des reliefs montrant les ennemis vaincus qui font leur soumission. Mais il faut imaginer plus, il faut imaginer que dans la cour se tenaient agenouillés des captifs enchaînés et derrière eux se tenaient les notables, les grands dignitaires de la cour, parés de plumes et de bijoux de jade. Et le tout dans une ambiance extrêmement colorée, extrêmement lumineuse et peut-être même accompagnée de musique. Et tout ça avec un cérémonial très précisément réglé.
Alors cela, nous le savons parce que nous le voyons sur les bas-reliefs, mais aussi parce que nous le lisons dans l'écriture maya. Sur ce bas-relief, nous avons une superbe image de roi guerrier avec sa lance, son bouclier, avec encore les couleurs d'origine, et bien sûr, à ses pieds, toujours le captif. Mais regardez tout autour, il y a ce texte en hiéroglyphes, puisque les Mayas utilisaient des hiéroglyphes, un peu comme dans l'Égypte ancienne. Que signifient là ces hiéroglyphes? Eh bien, nous avons d'abord des textes et des hiéroglyphes de nature politique. Par exemple, ce court texte concerne le captif qui se trouve au-dessous. Vous avez ici le glyphe de capture, par exemple. Et dans l'ensemble du texte composé de glyphes de plus grande taille, vous avez ici cet ensemble qui désigne la ville de Palenque, un autre ensemble qui indique l'accession du roi au trône. Quant au premier glyphe de cette inscription, il donne la date de l'événement principal qui est relaté dans ce monument. Pourquoi et de quelle façon les Mayas écrivaient-ils? Nous nous sommes rendus chez Michel Antoschive. Il est historien, spécialiste des Mayas et de la période coloniale. Sa bibliothèque personnelle est l'une des plus complètes du Yucatan. Avec qui d'autre parler de la mystérieuse écriture des anciens Mayas? Michel Antoschive, les Mayas écrivaient sur les monuments, sur les stèles, mais est-ce qu'ils faisaient des livres? Évidemment. Vous ne pouvez pas vous imaginer une culture aussi développée que la culture maya sans la transmission des connaissances. C'est un livre maya, une reproduction d'un livre maya qui pouvait se déployer en forme d'accordéon et sur lequel étaient inscrits les grands registres de leur culture. C'était pas du papier. Non, c'était un support végétal couvert d'une fine couche de plâtre sur lequel on peignait avec un pinceau les fiancés que l'on voulait représenter. Des milliers de livres furent ainsi écrits et copiés au fil des siècles. Malheureusement, 3 seulement sont parvenus jusqu'à nous. Les autres ont été perdus, cachés, mais surtout détruits par l'inquisiteur Diego de Landa. Qu'écrivent donc les Mayas sur leurs stèles, leurs livres et leurs objets rituels? Ils écrivent leur relation au cosmos et au temps. Pour les Mayas, le calendrier est au centre de l'existence. Il ne mesure pas seulement le temps, il l'interprète. C'est pourquoi ils furent d'extraordinaires astronomes, des observateurs, mais aussi des maîtres du calcul grâce à leur étonnant système de numérotation. Le point pour l'unité, la barre pour marquer 5, et l'on calcule par vingtaine et pas par dizaine. Par exemple, les mois mayas ont 20 jours. Mais les Mayas ont surtout inventé le zéro qu'ils représentaient sous la forme d'un coquillage. Ils se livrèrent à des calculs d'une précision étonnante sur le cycle de la planète Vénus, Xuk-Ek en maya, qui avec le Soleil jouait un rôle déterminant dans leur rite. Les Mayas sont partis du cycle quotidien de Kinish-Ahau, le dieu Soleil, symbole tout à la fois de la mort et de la renaissance. Ils ont suivi son parcours entre les 4 directions de l'univers et ont ainsi construit un système de double calendrier. L'un, appelé calendrier sacré, était fait de 13 fois 20 jours, c'est-à-dire 260 jours. C'était le calendrier rituel pour le peuple. L'autre, appelé année vague, était un calendrier solaire de 365 jours. Il était, lui, réservé à l'élite maya. Ces 2 calendriers s'emboîtaient en un cycle de 18 980 jours, c'est-à-dire 52 ans, où chaque jour était unique et placé sous l'influence complexe de plusieurs dieux. Le cours du temps, c'est l'histoire des forces surnaturelles qui déterminent celle des hommes. Les Mayas vivent sous l'influence des différentes divinités qui se succèdent sur les roues du calendrier, et cette influence varie sans cesse. Ils ne peuvent rien faire, rien entreprendre, sans interroger le calendrier, symbole des forces divines qu'ils invoquent et auxquelles ils font des sacrifices.
définitive, ce monde des Mayas était complètement alors dominé par l'astrologie? Oui, les Mayas étudiaient les astres, non pas par souci scientifique, mais essentiellement pour pouvoir définir le destin des individus et des grandes actions qu'ils pouvaient accomplir. Et donc, il y avait des jours fastes, il y avait des jours néfastes, et il fallait, avec ce calendrier, calculer tout ça en permanence. Absolument. Et l'histoire déterminait l'avenir. Et c'est pour ça, cette préoccupation des Mayas pour leur passé, même le passé historique de leur roi, est très important pour eux, parce que c'est avec ces données qu'ils arrivent à s'imaginer le cycle futur. Alors justement, la fin du cycle, ça les plongeait dans l'inquiétude, dans l'angoisse. À la fin d'un cycle, le roi procédait à des rituels de divination, dont le plus souvent illustré est celui où le roi jette des graines sur le sol et la configuration de ces graines lui indique le destin du cycle à venir. Palenque a donc été abandonné vers l'an 800 de notre ère. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer finalement un soulèvement populaire qui aurait jeté à bas ce régime, une révolution, quoi? On peut tout à fait l'imaginer, et d'ailleurs c'est une hypothèse qui a été proposée, mais il n'en reste pas moins que l'on ne trouve ni trace d'incendie, ni martelage d'inscriptions ou d'images qui pourraient faire croire à un soulèvement populaire. Et ça, on ne le trouve pas à Palenque, on ne le trouve pas non plus dans les autres cités abandonnées. Dans la plupart des autres cités mayas, on ne trouve pas ces traces, et pourtant Dieu sait si la société maya n'était pas pacifique. Bien, oublions donc la révolte populaire. Autre piste. En 1946, le photographe Gilles Haley, conduit par ses guides indiens, arrive sur le site de Bonampak. Et là, il découvre, émerveillé, des fresques étonnamment bien conservées aux couleurs éclatantes. Ces fresques décrivent la vie de l'élite maya avec une grande abondance de détails. Elles montrent en particulier une scène de bataille extrêmement violente, suivie du sacrifice des vaincus. Le mythe des Mayas pacifiques s'effondre. On est en train de se rendre compte par l'archéologie et beaucoup par l'épigraphie que les guerres étaient très fréquentes entre les différentes cités mayas, et ce n'étaient pas nécessairement des guerres très meurtrières pour la population. Il y avait sans doute pas beaucoup non plus de destruction des cultures, des champs, mais certainement le groupe social qui peut-être en pâtissait le plus était la noblesse. Les dignitaires, tous les gens qui entouraient le roi, la famille du roi. C'est assez probable que ces guerres aient fait des ravages dans cette classe-là en raison d'un système de prise de captifs pour sacrifice, puisque c'était très souvent des guerres pour pourvoir au sacrifice. Certes, les cités mayas ont fait la guerre, mais elles n'y ont pas succombé. Les spécialistes ont aussi retrouvé dans les œuvres mayas des exemples d'une autre violence, celle de l'autosacrifice. Les sacrifices ne sont pas seulement ceux des vaincus. Le roi et son entourage devaient aussi répandre leur propre sang, comme les dieux qui avaient fait couler le leur à la création du monde. L'homme maya se coupe, s'entaille, se mutile et offre le sang nécessaire à la bonne marche de l'univers. En échange, il reçoit les visions qui le mettent en contact avec les mondes supérieurs où résident les divinités et les ancêtres. Alors, peut-être qu'il faut chercher la cause de ces abandons, non pas seulement au niveau du roi et des palais, mais au niveau de la population. Là, ces dizaines de milliers de Mayas qui vivaient autour du centre prestigieux dans des cabanes comme celle-ci, qui ont été assez fidèlement reconstituées. Et cette population qui, au moment de l'abandon, s'évanouit, littéralement, disparaît. La vie était certainement très difficile dans ce pays écrasé de chaleur, et il se peut qu'à certains moments, les populations n'aient simplement plus trouvé suffisamment de nourriture et d'eau pour vivre, et qu'alors elles aient dû partir. Il faut s'imaginer l'importance des populations qui se regroupaient autour des grands centres mayas. Comment parvenaient-elles à subvenir à leurs besoins ? Nous avons demandé à Moïse Morales de nous parler de l'alimentation des Mayas.
Il est guide à Palenque depuis 40 ans. Ses intuitions et sa connaissance intime des Mayas d'aujourd'hui en font un informateur précieux. À mon avis, ce qui est le plus important du Maya, c'est qu'il a prospéré dans une ambiance hostile de marécages, de forêts humides tropicales, dans lesquelles jamais l'homme a prospéré à un bon niveau. Ça, c'est la seule chose exceptionnelle de Maya pour moi. Il n'est pas possible de penser que quelqu'un qui a fait un temple comme le temple des inscriptions se nourrit seulement de maïs. D'après ce que l'on sait, les Indiens mayas semblent avoir toujours pu se nourrir de façon satisfaisante à partir de produits qui nous sont inconnus ou qui paraissent immangeables. Mais les Mayas anciens connaissaient-ils les limites de leurs ressources? Le Maya, comme l'être actuel, n'a pas conscience écologique. Le Maya n'a pas jamais pensé que la forêt va finir, parce que jamais un Indien a connu la part finale de la forêt. Ils ont pensé que la forêt est infinie. Calakmul fut l'une des 2 grandes capitales du monde maya. Peuplée jadis de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, elle déploie aujourd'hui ses 6500 ruines sur 250 km² de jungle. On peut raisonnablement se demander si son abandon n'est pas précisément lié au développement incontrôlé de sa population, dans une région qui s'est rapidement trouvée épuisée de ses ressources. La pierre fragile de ces stèles a mal conservé les hauts faits de ses reines et rois. Mais nous savons aussi que ce n'est pas là que notre question trouvera sa réponse, ni dans les splendides trouvailles faites dans les tombes de l'élite maya. Pour se faire une idée du paysage de Calakmul à l'époque de son apogée, il faut oublier la jungle et imaginer le réseau serré des petits champs irrigués que cultivait chaque famille. Il faut même imaginer un paysage entièrement remodelé par l'homme, à ce point remodelé peut-être qu'il ne pouvait plus permettre la survie des Mayas. L'existence d'une grande population implique non seulement des défrichements extrêmement étendus qui ont pu finir par diminuer gravement la quantité de bois disponible et donc la régénération possible de la forêt. Et d'un autre côté, il se peut que le système de jachère, c'est-à-dire le temps pendant lequel on met en repos les sols, ait dû être raccourci, étant donné la nécessité d'avoir davantage de récoltes, d'où un épuisement des sols. Surpopulation, épuisement des sols ont pu jouer, mais comment croire que le même scénario se soit déroulé dans des dizaines de cités avec la même conclusion, l'abandon? Les Mayas anciens n'auraient-ils pas également surestimé leurs ressources en eau? Devant ces paysages, on a du mal à retenir cette hypothèse. Mais il faut savoir cependant que dans la jungle du Yucatan, il est paradoxalement très facile de mourir de soif. Trop d'eau, pas assez d'eau, ce n'est sans doute pas un hasard si l'un des dieux les plus représentés du panthéon maya est Tchak, dieu de la pluie, dont on retrouve le nez crochu un peu partout dans l'architecture et l'art maya. Le système de cette région était particulièrement fragile puisqu'il dépendait uniquement de ce système d'étangs ou de réservoirs artificiels. Il n'avait absolument pas d'autres ressources. Et on peut se demander si, avec des systèmes comme ceux-ci, on n'aurait pas pu aboutir petit à petit à un assèchement ou en tout cas à une quantité d'eau qui ne leur aurait plus permis de subsister. Effectivement, les recherches de scientifiques américains dans le lac Chichen-Canab ont montré que la région aurait connu une période de grande sécheresse vers l'an 800. Alors peut-on retenir le manque d'eau comme cause de l'abandon? On voudrait bien comprendre pourquoi cet assèchement du climat provoquerait un effondrement de la civilisation maya seulement dans la région sud où il y a le plus de pluie et pas dans la région nord où il y en a justement beaucoup moins. Je veux dire, c'est quand même un petit peu contradictoire dans la mesure où la région qui risque le plus de souffrir de la sécheresse, c'est bien le Yucatan Nord, c'est pas la région du Petén, la région sud où se produit l'effondrement. Donc de toute façon, c'est quand même pas la grande explication. Ça peut rentrer en ligne de compte, mais c'est pas la grande explication.
Une autre piste possible, c'est celle du commerce, parce qu'il était intense au sein du pays maya, comme le prouvent d'ailleurs ces routes que l'on a retrouvées qui quadrillaient le Yucatan. Pourquoi ce commerce? Mais parce que les cités n'étaient pas autosuffisantes. Il y en avait qui manquaient de pierres dures pour faire des outils, d'autres de sel ou de maïs, et les échanges ne pouvaient guère se faire que par voie terrestre. Alors, en l'absence de chevaux, en l'absence de la roue, il faut imaginer sur ces voies de longues caravanes de porteurs lourdement chargés et qui progressaient difficilement sur des centaines de kilomètres. Dans ces conditions, on peut imaginer que l'ouverture de nouvelles routes de communication, notamment des voies maritimes, a pu provoquer la chute de certaines cités et au contraire l'essor d'autres qui se trouvaient mieux placées. Michel Pessel est explorateur, ethnologue, auteur de nombreux livres et films comme L'heure des Mayas. Il propose une nouvelle hypothèse. À 21 ans, il découvre par hasard 14 sites mayas en bord de mer. Une petite révolution puisqu'on pensait à l'époque que les Mayas ne s'intéressaient pas à la mer. Il se pose alors la question. Lorsque les Itzas ont développé au IXe siècle le commerce maritime, n'aurait-il pas provoqué l'effondrement des cités de l'intérieur? Car ces villes étaient des villes de passage pour des porteurs chargés de cacao, de plumes d'or et d'obsidienne, des caravanes en route vers le golfe du Mexique. Une fois le commerce détourné vers la mer, c'était la mort pour ces cités de l'intérieur. L'intérêt de cette théorie, c'était que ça a ouvert d'autres voies terrestres. Et des régions qui ont fleuri au moment où les villes sont mortes étaient justement des régions situées sur les nouvelles voies terrestres qu'incitait le commerce maritime, c'est-à-dire celles qui coupaient la base du Yucatan. Alors les archéologues, on le sait très bien, mais on ne peut pas naviguer en haute mer avec des pirogues, c'est impossible. Et c'est pourquoi en 1987, j'ai monté une expédition avec 3 archéologues, on était 14 en tout. On a construit une pirogue précolombienne, en tout cas géante de haute mer, pour démontrer qu'il était possible de naviguer et économique et transporter une grande charge. J'en étais pas sûr, ça a été toute une aventure, une gageure, mais nous avons finalement pu naviguer toute la côte est de la péninsule du Yucatan jusqu'au Guatemala en pirogue. On a fait 750 km en 15 jours, en fait, de haute mer. On l'a montré d'une façon flagrante que c'était 6 fois plus économique et beaucoup plus rapide, beaucoup moins difficile que l'on pensait, et que ces pirogues, sans balustrade, sans rien, pouvaient supporter des grandes tempêtes et la haute mer. L'hypothèse de Michel Pessel, selon laquelle les villes de la côte se sont développées au détriment de celles de l'intérieur, est séduisante. Mais si elle peut faire comprendre le déclin de certaines cités, comment expliquer leur abandon? Des cités proches de la mer, voici la plus célèbre, Chichén Itzá. C'est donc une ville beaucoup plus récente. Elle a eu son essor au moment même où là-bas, dans le sud, Palenque était abandonné.
Claude Bodez, il y a des différences évidentes entre Palenque et Chichén Itzá. La première que nous avons vue, c'est que les toits, au lieu d'être voûtés comme à Palenque, sont plats et supportés par toutes les colonnes qui nous entourent. Des colonnes qui n'existaient pas à Palenque. Mais non. Et puis alors, on ne voit plus ces stèles avec des hiéroglyphes, ils ne savaient plus écrire. L'écriture disparaît à la fin du IXe siècle et n'est pas remplacée. Puis on voit beaucoup de personnages guerriers sur ces colonnes. Les colonnes prismatiques qui sont sculptées sont couvertes de guerriers qui ont des accoutrements et des armes inconnues des Mayas. Donc tout ça s'est fait sous l'influence de nouveaux arrivants. Qui sont les Toltecs du Mexique central. Et donc, en un premier temps, on a pensé que cette arrivée s'était faite par une invasion de façon guerrière. Qui étaient donc ces farouches seigneurs de Chichén Itzá? Étaient-ils des conquérants qui associaient leurs ennemis vaincus au lieu de les détruire? Partageaient-ils leurs pouvoirs et privilèges considérables avec un conseil de nobles des différentes cités fédérées? La procession des 221 guerriers, prêtres et captifs de la colonnade du temple des guerriers et bien d'autres lieux de Chichén Itzá suggère que la vénération du roi unique était dépassée. Mais on sait peu de choses de cette époque, car déjà les Mayas n'écrivaient plus leur histoire sur les monuments. Il semble qu'aujourd'hui, les archéologues ne croient plus à cette conquête guerrière par les Toltecs. Ils n'y croient plus surtout parce qu'il n'y a pas de traces de violence ni de destruction. Mais ça veut dire que c'était un métissage progressif des deux cultures. Les traits toltecs se sont infiltrés peu à peu chez les Mayas et vous en avez la preuve vivante sur ce temple des guerriers où coexistent des éléments mayas et des éléments toltecs. Par exemple, cette succession de masques qui représentent le monstre de la terre est un trait éminemment maya que l'on retrouve bien avant, alors que sur la gauche, cette colonne qui représente un serpent à sonnette est un trait toltèque. De même, ce personnage, dit Chacmol, qui est un guerrier couché, tenant sur son ventre un plat sur lequel on déposait des offrandes sans doute sanglantes. Nous allons voir les temps forts de la vie dans cette Chichén Itzá métissée maya-toltèque. Le terrain de jeu de balle était au cœur de la cité à Chichén Itzá, comme dans les cités mayas, aztèques ou toltèques. Il se composait de ces deux grands murs parallèles et il y avait des tribunes officielles dans lesquelles se tenaient les personnages importants, tandis que le reste de la population suivait la partie du haut de ces murs. La balle était en latex, elle rebondissait sur ces murs, c'est pourquoi il y a ces picots. Le but de la partie, c'était évidemment de faire passer la balle dans ces anneaux de pierre qui sont fixés sur les deux murs. Et c'était un jeu très difficile. Regardez. Les joueurs n'avaient pas le droit de toucher la balle avec les mains ou avec les pieds. Ils ne jouaient qu'avec le reste du corps. La balle, très lourde, ne devait pas toucher terre. Celui qui réussissait à la faire passer dans un anneau devenait un héros national. Le jeu de balle pour les Mayas, c'était l'équivalent du football pour les Mexicains modernes. Non, absolument pas. Regardez ce que vous avez devant vous. Ce guerrier. Ici, oui. Le couteau à la main, qui vient de décapiter son adversaire. Ça, c'est la tête décapitée de l'adversaire. Ça, c'est le sang qui coule. Qui va fertiliser le sol et faire renaître à la vie. Et donc, ici, c'est le corps de l'adversaire vaincu dont on a coupé la tête. Exactement. Et le sang qui jaillit. Mais cette exécution
Elle avait lieu ici même, à la fin de la partie, devant tout le public? Probablement en public, car la victime était assommée avec cette masse. Là, oui. On l'assommait Avant d'être décapité avec ce couteau de silex. Alors, ce bas-relief, il était en couleur. Cette scène était très visible. Donc, lorsque les joueurs arrivaient sur le terrain, voilà le spectacle qu'ils avaient devant eux avant de commencer la partie. Il ne s'agissait pas d'un jeu, il s'agissait d'un sacrifice où la mort allait donner naissance à la vie. Mais tout de même, si, c'est aussi un jeu, la balle qui passe, qui va gagner, etc. Une balle de caoutchouc massif qui frappait douloureusement à chaque fois que le joueur l'atteignait. C'était la douleur. C'était un jeu de souffrance, tu terminais dans la mort. La vie naît dans la souffrance. Un autre haut lieu de Chichen Itza, c'est cette vaste cavité naturelle, le cénote. Les fouilles qu'on y a effectuées ont permis de retrouver de nombreux objets qui avaient été délibérément jetés, car le cénote était en fait le puits au sacrifice. On a surtout constaté que de façon méthodique, ces objets avaient été cassés, détruits avant d'être jetés. Et pour les archéologues, cela prouve qu'à la fin d'un cycle, les Mayas détruisaient systématiquement les bijoux, les objets de culte et s'en débarrassaient ici pour commencer un nouveau cycle. Bien sûr, parmi ces offrandes, il y avait aussi des êtres humains qui étaient précipités dans le cénote. Les Mayas étaient si attachés à ces pratiques que des dizaines d'années plus tard, clandestinement et en dépit de l'Inquisition, ils venaient encore ici refaire des offrandes et même des sacrifices. Que retenir de cette halte à Chichen Itza? D'abord que ce ne sont pas des étrangers, de nouveaux arrivants qui provoquent l'abandon des cités. D'autre part, Chichen va être abandonné à son tour au XIIIe siècle. Et là, on sait que la dynastie régnante et les habitants vont se transporter à quelques dizaines de kilomètres de là pour reconstruire une autre cité mayapane. Alors pourquoi? Alors qu'ils avaient cette cité splendide, sont-ils allés en construire une autre? Ont-ils abandonné celle-ci? Il semble que pour une raison maya qui nous échappe, il n'était plus possible de vivre à Chichen Itza, qui n'a plus été utilisé que comme sanctuaire. Et là, on est sans doute très près du vrai secret. Il faut savoir que le pays maya comporte encore beaucoup de champs, de fouilles à explorer. Aucun ne nous livrera la clé du secret, mais chacun apportera une pièce au puzzle de l'énigme maya. Balamkou, c'est un site des basses-terres mayas, en plein cœur des basses-terres, entre le Yucatan et le Guatemala. On vient juste d'ouvrir 3 carrés et ce qu'on fait là, ça consiste à creuser, enlever la terre qui a glissé du haut, trouver le sol sur lequel marchaient les Mayas, le sol construit qui est fait en stuc, en mortier de chaux, on l'a trouvé. Alors j'attaque sur la façade est parce que l'escalier d'accès à cet édifice ne peut se trouver que du côté est. Le site a été découvert à l'occasion d'une fouille clandestine. Des saqueadores, des huaqueros comme on les appelle, essayaient apparemment d'extraire au moins une partie de la frise de stuc. Et un chasseur des environs est tombé sur eux, en fait. Elle représente 4 rois assis en tailleur. Entre les compositions verticales, il y a 3 représentations de jaguars
il représente, ou il est, le soleil nocturne, un peu par opposition au soleil diurne, au soleil levant qui est le roi. Et cette pyramide qui est assez haute, assez raide, a été attaquée par des pilleurs qui ont fait plusieurs tranchées sur 3 faces, qui sont rentrés en fait jusque dans le temple inférieur, c'est-à-dire le plus ancien. En plus, au mois de septembre dernier, il y a eu 2 ouragans qui ont arraché un arbre qui a embarqué tout le toit et tout le temple supérieur, ou pratiquement la majeure partie du temple supérieur. Il faut commencer par consolider. Alors pour consolider, il faut dégager. Donc c'est ce que fait Adriane avec Pierre. On dégage, ensuite on consolide avec des étais, des planches. Et ensuite, quand ça tiendra, on pourra faire la vraie fouille et finalement on fera la restauration. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer ici. Ça va prendre du temps. Dans tout le Yucatan, on assiste aujourd'hui à une course-poursuite entre pillards et archéologues pour découvrir et explorer les dernières cités mayas perdues. Le secret des Mayas, on le cherche dans les temples et les tombeaux centenaires, mais aussi dans les cimetières d'aujourd'hui. Ici, c'est le vert et le bleu qui dominent, les couleurs de la vie. Les tombes sont décorées de fleurs multicolores. Ainsi, la mort se part des couleurs de la vie, car elle annonce la renaissance dans ce monde cyclique. Tout est emporté dans ce perpétuel recommencement qui appelle la mort pour continuer la vie, une loi qui domine les êtres vivants, l'histoire et peut-être les cités. Cette enquête, nous la terminerons ici, à Izamal, dans le Yucatan, lieu symbolique de cette rencontre entre l'ancien et le nouveau monde qui a précipité la chute de la civilisation maya. D'un côté, le couvent franciscain édifié par le grand inquisiteur Diego de Landa, le meilleur connaisseur, mais aussi l'impitoyable persécuteur des Mayas. Bien sûr, il a construit l'édifice sur les ruines d'un temple maya qu'il avait fait détruire. En face, immuable, imposante, écrasante, la pyramide maya. Et entre les deux, les Mayas. Les Mayas toujours présents, toujours vivants, si ressemblants par certains traits, et pourtant si différents aujourd'hui de leurs ancêtres. Est-ce que ça a été facile pour le grand inquisiteur Diego de Landa, qui était ici dans son couvent, de convertir les Mayas de la Grande Pyramide, là? Très facile, trop facile même, puisque les Indiens ont voulu renforcer leur propre religion avec la nouvelle religion des vainqueurs. Oui, mais il s'en est rendu compte de ça, Il s'en est rendu compte d'immédiat. C'est là qu'il a commencé à les poursuivre, à briser leurs idoles, à brûler leurs livres sacrés, à les flageller, parce qu'il fallait déraciner ces croyances anciennes, qui n'étaient pas catholiques, évidemment. Et donc, les Mayas avaient une vision du monde très fortement ancrée en eux. Est-ce que ça n'a pas joué un rôle dans l'abandon des cités? Évidemment aussi. Les villes du Vieux Monde étaient des lieux de rencontre des hommes, alors que les villes du Nouveau Monde étaient des microcosmes, étaient des représentations de l'univers. Et lorsque les cycles de l'univers faisaient perdre leur sens à ces représentations, les villes pouvaient très bien être abandonnées. C'est-à-dire qu'une ville pouvait n'être plus qu'un tas de pierres qu'on abandonnait simplement parce qu'elle n'avait plus son sens, qu'elle n'était plus sacrée. Les villes n'étaient que du travail humain accumulé. Et lorsqu'on était capable de sacrifier l'être humain, on pouvait très bien sacrifier son travail. Voilà ce qu'un homme moderne a tant de mal à comprendre. Et c'est pourquoi, au-delà de l'énigme de ces cités englouties,
Ces visages mayas qui nous viennent du fond des âges nous font découvrir une vision du monde tellement différente de la nôtre que nous n'arrivons même pas à la concevoir. En fait, c'est une autre sorte de condition humaine, mais qui nous concerne, dans la mesure où elle a été inventée par des hommes et surtout elle a été vécue pendant des siècles par des peuples. Et dans cette mesure, le secret des Mayas, c'est aussi pour une part le nôtre. Pardon, c'est à moi.